C'était autant suspend ton vol. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ils sont tous rentrés. Personne n'a parlé. Et au fond, on a l'impression qu'il va falloir attendre le discours de politique générale du Premier ministre pour savoir un petit peu ce qui va se passer sur le plan économique, à part l'augmentation massive des impôts et le SMIC aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est une analyse juste? Augmentation massive des impôts, je le conteste. Il va y avoir le rétablissement de l'ISF, il va y avoir la suppression de la TVA sociale. Donc au total, c'est quand même, j'allais dire, une remise en perspective de la fiscalité dans une perspective plus juste. Ce n'est pas une augmentation massive des impôts. Deuxièmement, ce qui est vrai, c'est que l'action du gouvernement est assez séquentielle. Je crois que c'est la marque. Mais pourquoi ils ont été muets hier? D'abord, ils ont été muets parce que, justement, ils préparent le discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault. Et donc, c'est normal que les ministres viennent écouter et s'exprimer aussi sur les problématiques de la contrainte budgétaire, puisque ce qui ressort quand même, semble-t-il, aujourd'hui, c'est qu'on on a évidemment une contrainte budgétaire et que celle-ci va s'appliquer à l'image de ce que François Hollande avait dit pendant la campagne, mais simplement, on passe maintenant de la parole. Parce que le grand problème, c'est qu'il y a deux façons d'interpréter le silence. Soit c'est une affaire de communication subtile, c'est ce qu'évoquait Cécile Cornudet, soit c'est la perplexité totale de l'équipe gouvernementale qui ne sait pas où trouver la meilleure manière d'éviter la crise et de réduire les dépenses. Alors, je crois très sincèrement que c'est lié à un calendrier politique. Il y a un respect du calendrier politique, donc pédagogique. Maintenant, si vous voulez me faire dire que la conjoncture économique est totalement incertaine, la violence avec laquelle, on vous le voit bien, l'absence de résolution d'une part de la crise grecque, deuxièmement de la crise bancaire à tonalité espagnole, et que nous sommes toujours dans l'incertitude, et Chypre, mais enfin, bon, qui reste peut-être un peu marginal, même politiquement. Non, politiquement, c'est très important. Présidence de l'Europe. Absolument. Mais enfin, c'est une affaire de 10 milliards d'euros. Quand on voit que les Espagnols, on était à 60, peut-être on va monter au-delà. La manière dont s'est fait la résolution du système bancaire via les États a eu le double inconvénient, c'est d'affaiblir l'État espagnol lui-même. Donc on est maintenant dans un système où l'absence de prise de position sûre et certaine, enfin en tout cas crédible vis-à-vis des marchés, depuis 2 ans sur la crise grecque. Je vous rappelle que sur la crise grecque, on a déjà dépensé plus que la dette grecque. Parce que, comme on n'a pas tranché la question prix et pertes, comme cela a été dit à une certaine époque, et que l'on continue à faire semblant de dire qu'on va pouvoir récupérer de l'argent qui était perdu, on en perd encore plus. Bref, on a l'impression que Mme Merkel, principalement, et on va voir ce qui sera demain de la gouvernance de l'Europe renouvelée. Mais c'est un peu un joueur de casino addict, vous savez. Sans arrêt, il revient pour essayer de remettre de l'argent sans savoir à un moment à la fois s'arrêter, accepter d'avoir perdu de l'argent pour repartir du bon pied. Gilles Leclerc. On va rentrer un petit peu dans le détail. D'abord sur les hausses d'impôts. François Hollande disait hier que ça ne toucherait pas ce qu'il appelle les classes moyennes. J'ai envie tout simplement de vous demander, c'est quoi la classe moyenne aujourd'hui? C'est quoi le seuil à partir duquel l'effort, au fond, sera plus lourd par rapport aux autres? Ce qui va être demandé au mois de juillet, cet effort de rattrapage concerne essentiellement les gens qui sont autour de la problématique de l'ISF. Bien. Donc on voit bien qu'on ne met pas réellement les contribuables assujettis à l'ISF, qui doivent être quelque chose comme 4 ou 5 millions de foyers fiscaux, ce qui n'est pas rien, mais ce qui n'est pas non plus c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est renvoyé à budget 2013. C'est ça qu'on a pu comprendre. Absolument, absolument. Alors maintenant, je pense personnellement que... Mais est-ce que c'est pas... On alourdit, en effet, aujourd'hui, pour les plus riches, pour montrer qu'effectivement c'est peut-être à vos yeux plus juste, pour annoncer que les autres demain feront aussi des efforts. Est-ce que c'est pas ça? Bien sûr qu'il y aura des efforts à faire. Qui peut croire pour tout le monde, pour tout le monde. Mais bien sûr qu'il y aura des efforts à faire pour tout le monde. Les Français, quelque part, le savent. Maintenant, ce qu'ils ont dit dans cette campagne électorale et ce que nous avons dit, c'est qu'il faut que cet effort soit juste. Et on fait la preuve de la justice en faisant qu'on revient sur l'ISF, on revient à ce qui était le cas en 2007. Les compteurs fiscaux... Ça va pas rapporter beaucoup, l'ISF, parce que vous mettez ça en avant, mais c'est un symbole effort. Non, mais simplement... Quelques centaines de millions d'euros par les temps qui courent ne sont quand même pas des sommes que l'on peut négliger. Et donc, on revient à quoi? Non pas à un ISF d'un gouvernement socialiste, on revient à ce qui se passait du temps de Jacques Chirac en 2007. C'est des choses qui sont, en gros, c'est des choses qui sont quand même très raisonnables. Mais simplement, c'est cette justice. Maintenant, je suis persuadé que dans les années qui viennent, parce que nous devrons mettre l'essentiel de notre effort autour de la problématique du redressement. Mais ce redressement n'est possible que s'il est dans la justice. Donc nous demanderons évidemment des efforts aux Français, mais des efforts qui seront justes.
Sur le SMIC, dans ce contexte que vous avez, Je vais revenir sur les essais que vous avez décrit Allez-y. il y a un instant sur le SMIC, est-ce que franchement c'est raisonnable de le faire? Parce qu'au fond, vous vous retrouvez ce matin avec des smicards qui trouvent évidemment que c'est pas assez. C'est ridicule. Et des patrons qui disent que ça c'est un vrai risque pour l'emploi. On entend des patrons de PME aujourd'hui. Bon, alors c'était une promesse, mais est-ce que franchement, je pense qu'il y a de la passion autour de cette question et que la mesure qui a été prise est une mesure responsable, raisonnable. Il y a de la passion parce qu'il y a une crainte sur le coût du travail de la part du patronat qui insiste PME, sur l'idée des patronats du PME. Et moi, je pense qu'il faut entendre cette question-là. C'est-à-dire que la question du coût du travail, pas partout, pas tout le temps, mais notamment dans les PME, notamment dans l'industrie, notamment dans les secteurs exposés à l'exportation, nous devons avoir une réponse sur cette question. Elle sera connue ce soir, cette hausse, vous la prévoyez de combien? Écoutez, je n'en sais pas plus que ce que j'ai entendu, c'est-à-dire quelque chose aux alentours de 2, 2,2, etc. On va voir aussi comment elle est peut-être aussi en partie à valoir sur ce qui pourrait se passer au mois de janvier prochain. Donc, elle est limitée, bien sûr. Moi, je ne pense pas que 25 ou 30 euros soit quelque chose qui n'existe pas dans un salaire au SMIC. Je pense que c'est quand même quelque chose, quand on a déjà des dépenses très contraintes, 25 euros de plus, ça peut amener un certain nombre de petite satisfaction, bien sûr, mais c'est quand même un petit rayon de soleil à un moment où, c'est vrai, la situation est douloureuse pour beaucoup. Mais tout à l'heure, on vous posait la question, est-ce que vous avez l'impression que François Hollande sait exactement ce qu'il veut faire pour, au fond, respecter une partie de ce qu'il a voulu pendant la campagne électorale et justement régler les problèmes qui, semble-t-il, dans le domaine économique, sont massifs, notamment parce qu'il ne s'agit pas simplement de la pression fiscale, mais au fond de diminuer considérablement le train de vie de l'État, voire des collectivités territoriales, parce que c'est ça qui est en question aujourd'hui. Ouais. Vous avez raison. Est-ce qu'il va le faire, ça, ce tabou pour la gauche ? C'est-à-dire de diminuer le train de vie de l'État et de diminuer le train de vie des collectivités territoriales. D'abord, je vous rappelle qu'à plusieurs reprises, y compris sous le gouvernement Jospin, d'ailleurs on se moquait du fait que c'était une gauche qui avait fait plus de privatisation, etc. Donc la contrainte sur l'État, la gauche a su le faire. Et je pense qu'elle le fera avec une volonté de réformer cet État, qui est une grande question ouverte, et ce sera effectivement le débat des mois qui viennent. Ce que nous allons faire sur la décentralisation, non pas au sens de la décentralisation simplement pour décentraliser et donner plus de pouvoir à des collectivités territoriales. Simplement, nous savons aujourd'hui, par exemple, qu'une grande partie de la politique industrielle ne se gère plus au plan national, que le terrain régional, c'est-à-dire la capacité de mettre en place des politiques transversales, est beaucoup plus efficace que des administrations bureaucratiques verticales. Mais les économies, on va en faire ou on va pas en faire? Parce que, pardonnez-moi de regarder. Écoutez, on va faire des économies quand on entend les engagements. Redresser la France en faisant simplement, en majorant l'addition de tous ceux qui vont bloquer en valeur. On ne va pas aller très loin. Bloquer en valeur. Je pense que le problème de la France, c'est en partie, effectivement, il faut avoir cette contrainte, je vais y répondre très précisément, mais n'oublions pas quand même que nous sommes aujourd'hui dans une hémorragie d'emploi et une hémorragie de force industrielle qui est quand même gravement préoccupante et qui nécessite une thérapeutique. Oui, mais pour ça, il faut des moyens. Alors, pour ça, il faut des moyens. Ça veut dire qu'il faut sans doute réformer l'État, mais il faut aussi, comment dirais-je, qu'on soit capable de réformer pour faire ces politiques industrielles. Alors, j'y viens sur la question de la dépense. Les annonces qui, semble-t-il, ont été faites ces jours derniers et qui seront confirmées. Là-dessus, je pense que ce sera l'orientation réelle de François Hollande, c'est-à-dire une contrainte très forte sur la dépense publique qui sera bloquée sur les 3 ans qui viennent ou les années qui viennent en valeur. C'est quand même très puissant en termes. L'engagement de campagne de François Hollande, c'était de limiter à 1% en valeur la croissance de ces dépenses de l'État. Là, sur 3 ans, c'est un coup de frein très très sérieux. Quand vous savez, et vous le savez, que des postes de la dépense publique sont des postes non maîtrisables, c'est-à-dire la dette, ils ont leur propre vie, on ne peut pas les diminuer par la volonté, par un vote budgétaire. La question de la dette, la question des retraites, etc. Donc reste, ça veut dire que des efforts considérables vont être faits sur les dépenses d'intervention, sur le quotidien de la vie de l'État. Donc en matière d'efforts, l'effort sera considérable du point de vue de l'État, semble-t-il. Vous dites dépenses d'intervention. Est-ce que, pour reprendre un secteur que vous connaissez bien, est-ce qu'on va toucher par exemple aux dépenses sociales? Est-ce que, par exemple, on sait que dans les déficits, il y a évidemment le déficit de la sécurité sociale. Est-ce que ça, on va s'y attaquer ou est-ce qu'au fond, on va plutôt s'orienter que
sur ce que vous dites, c'est-à-dire au fond les grands chantiers, les travaux, et pas sur les dépenses sociales. Non, sur les dépenses sociales, ce qui est prévu par exemple sur l'ONDAM, c'est la dépense de santé, pour prendre cet exemple, est très en dessous de la dérive naturelle de la dépense, puisqu'on est à 3%, alors que la dérive naturelle, elle est vraisemblablement à 3,5 ou 4%. Ça reste ce qui veut dire négatif. donc des efforts substantiels. Bien, et j'espère que nous tiendrons ces 3%. Encore une fois, il faudra là aussi faire des réformes. C'est-à-dire que le coup de frein de la dépense publique, qui n'est pas une théorie, comment dirais-je, nous ne pratiquons pas l'austérité comme traitement. Nous, le gouvernement agit avec rigueur parce que c'est une contrainte. Mais ce n'est pas, on n'est pas dans le plaisir de l'austérité comme on a pu. Ce n'est pas la ligne directrice. La ligne directrice, c'est une relance, non pas une relance nationale. Et c'est là, effectivement, où nous avons un débat, par exemple, avec des gens du Front de gauche ou d'autres, qui sont pour la relance à tout prix tout le temps. Nous ne pensons pas qu'il y ait la marge de manœuvre pour une relance nationale. Un soutien dans la justice aux plus défavorisés est une chose, mais la politique économique, ce n'est pas une relance nationale, en tout cas une relance par la consommation. Par contre, nous voulons avoir une relance mixte au plan européen. C'est tout l'objet des propositions et de l'action de François Hollande, c'est-à-dire de sortir l'ornière de la perspective d'austérité voulue par Madame Merkel, qui, de notre point de vue, et il va la convaincre. Parce que c'est ce week-end, hein. C'est là, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est demain et c'est après-demain. Cette ligne-là, nous ne pouvons pas l'abandonner. Et rien, c'est pas parce qu'on va pas convaincre les gens. Au contraire, elle a déjà fait entériner par le Parlement. C'est ce qu'il souhaite, Mélenchon. Le traité européen, donc Hollande, il va arriver avec ses petits Mélenchon points, mais souhaite. Ça rien du tout. Oui, mais c'est la contradiction totale de Mélenchon, c'est-à-dire que lui, il ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Hollande ne réussisse pas à débloquer la situation européenne, alors qu'il prétend, tout ça pour pouvoir bénéficier d'une situation politique. Je pense que c'est d'ailleurs cette ligne-là, c'est-à-dire cette ligne où on pousse la dénonciation du Parti socialiste jusqu'à l'ultime, qui a valu d'ailleurs les déboires politiques de Jean-Luc Mélenchon. En attendant, le traité européen va être ratifié par les Allemands, là, Oui, alors d'abord, c'est pas si simple que ça. Vous savez que l'accord de Karlsruhe dit... Brièvement, car on arrive au terme. Voilà. Et deuxièmement, nous verrons. Évidemment, il n'y aura pas la victoire d'un camp ou d'un autre dans 3 jours au sommet européen. Mais je pense que nous ne lâcherons pas l'idée que la politique économique conduite aujourd'hui par Madame Merkel conduit l'Europe, et d'ailleurs Madame Lagarde dit la même chose que nous, Monsieur Monti dit la même chose que nous. Il y a aujourd'hui un consensus très fort pour dire que l'obstination allemande à une politique d'austérité conduit dans le mur. Merci beaucoup Jean-Marie Le Guen. C'est la journée de la rentrée parlementaire avec l'élection de Claude Barthelone, donc qui va devenir le président de l'Assemblée nationale. Gilles, merci. On se retrouve évidemment demain. Il y a 50 ans, le 5 juillet 1962, l'Algérie devenait indépendante. C'était un instant de bonheur de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme. C'était extraordinaire. Les leaders de la guerre racontent à Benjamin Stora et Jean-Michel Meurice comment leur vie a basculé. Nous imaginions que nous allions tous rentrer à Alger, la main dans la main. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé. Algérie, l'indépendance aux 2 visages. Samedi à 22h sur Public Sénat. Une nouvelle accueillie positivement sur les marchés financiers. C'est suffisamment rare dans le contexte actuel pour être souligné. Ah oui, ça pourrait être populiste. Les gens les uns contre les autres. Pardon ? Ça promet une belle bataille par le